Bien le bonjour, bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir l'histoire d'un homme qui s'est littéralement trompé de métier. Un homme qui était médecin, mais il a décidé, avec sa profession, de tuer des gens. Alors que généralement, quand tu vas voir un médecin, bon, c'est pas forcément pour te sauver la vie, mais leur but, c'est quand même de te guérir. Cet homme s'appelle Harold Shipman. Ce qui est très intéressant dans son histoire, vous allez le voir, c'est qu'il n'était pas forcément destiné à une carrière criminelle. Il n'a pas eu une enfance forcément des plus malheureuses, même s'il a eu quelques incidents. Mais il n'a pas commencé à tuer des animaux, il n'a pas commencé à faire des trucs chelous, à avoir des passions pour le sang ou quoi que ce soit. Mais à un moment donné, il s'est dit, et si je pétais un câble? On va voir son histoire ensemble. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Et nous, on est parti pour se plonger dans l'histoire de Harold Shipman, le médecin meurtrier. C'est le 14 janvier 1946 que Harold Shipman est venu au monde. Il est venu au monde au Royaume-Uni et dans sa famille, il y avait ses parents, son père et sa mère, et deux autres enfants. Son père était un routier et sa mère, elle, était mère au foyer. Au cours de sa jeunesse, Harold Shipman s'est montré être un sportif plutôt talentueux, que ce soit en rugby, en athlétisme. Il avait des bonnes notes à l'école, donc en soi une jeunesse classique, et même qui semblait montrer un jeune homme qui allait être destiné à accomplir de grandes choses. Et visiblement il a accompli des grandes choses, mais pas dans le bon sens du terme. Mais là, à ses 17 ans, un cataclysme le frappe. Sa mère est atteinte d'un cancer. Lui, totalement impuissant, reste à son chevet. Il la voit prendre de la morphine pour atténuer la douleur, mais ça n'arrange en rien son état. Et c'est le 21 juin 1963 que la mère de Harold Shipman s'est éteinte. 3 ans plus tard, ils trouvent l'amour et ils se marient. Le couple est plutôt heureux et d'ailleurs ils ont 4 enfants. Ils s'étaient mariés alors que Harold n'avait pas encore terminé ses études et plutôt que de se tourner vers une carrière sportive là où il était très talentueux, il s'est tourné vers une carrière qui a un peu germé dans sa tête en voyant sa mère qui n'allait pas bien, c'est la carrière de la médecine. En 1970, il a été diplômé, donc notre cher Harold était officiellement un médecin, et il a commencé d'abord à travailler dans une sorte d'infirmerie, puis en 1974, là, il est à son compte en tant que médecin généraliste. Sauf que là, il commence déjà à faire des trucs pas très légaux. Ce qu'il fait, c'est qu'il falsifie des ordonnances pour lui. En gros, il se dit, je fais des prescriptions de médicaments, alors qu'il n'y avait nullement besoin de ces dites prescriptions. Il n'a pas été condamné sévèrement, il a juste eu à payer une amende de 600 livres, et étant diagnostiqué comme quelqu'un d'addict aux médicaments, on lui a dit « Frérot, tu vas faire une désintoxication et on n'en parle plus ». Il a continué, après sa désintoxication, à travailler en tant que médecin généraliste. Il avait son propre cabinet, il a acquis une petite réputation, il était respecté par les gens qui le côtoyaient. Il a fait des interviews, notamment sur un sujet concernant les malades mentaux, où il indiquait en gros selon lui comment il fallait traiter les personnes sujets à ce type de maladie, des maladies mentales, au sein de la communauté, donc parmi la société. Donc vous voyez là, rien de bien chelou, rien de bien grave. À part une falsification d'ordonnance, tu te dis pas ce mec là, il va tuer des gens. Sauf qu'en mars 1998, une personne du nom de Linda Reynolds va parler à un homme qui fait des autopsies, j'ai oublié le nom du métier, mais en gros l'homme qui faisait les autopsies s'appelait John Pollard. Et en fait la femme elle dit, c'est quand même bizarre, il y a un sacré taux de mortalité parmi les patients de Harold Shipman. Donc bien qu'il est censé guérir des patients, étonnamment ces patients à lui, ils semblent tous mourir plus que chez d'autres médecins généralistes. Tu peux te dire c'est une coïncidence, parce que peut-être que les personnes qui vont voir Harold sont des personnes qui ont de plus graves maladies, des maladies plus sévères, et que les autres médecins ont des gens qui ont des maladies moins sévères, ou alors tu peux te dire, est-ce qu'il n'y aurait pas anguille sous roche? Le coroner, donc la personne qui fait les autopsies, qui est en lien avec la police, en a parlé à la police a fait une petite enquête, mais ils n'ont rien trouvé de suspect vis-à-vis d'Harold Shipman. Sauf que le cas Shipman est particulier, parce qu'on n'a pas de preuves formelles et tangibles qui pourraient l'inculper, mais il y a plein de rumeurs qui circulent autour de lui. Il y en a plein qui disent il a tué tant de personnes, il a tué tant de personnes, il a fait ci, il a fait ça. Donc, la police ils se disent qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, quand je vous parle de rumeurs, il y a un chauffeur de taxi, John Shaw, qui dit qu'il a emmené régulièrement des personnes à aller consulter Harold Shipman, des personnes âgées. Ces personnes-là étaient en bonne santé, elles n'avaient pas de maladie grave à déclarer, peut-être qu'elles allaient juste voir Harold Shipman pour un mal de tête, sauf que ces personnes-là décédaient peu de temps après les consultations, alors qu'elles étaient sous traitement donné par Harold Shipman. Donc, qu'est-ce qui pourrait bien se passer?
Bizarre. Ce qui est très frustrant dans cette affaire, c'est qu'on n'a pas de détails sur les meurtres de Harold Shipman. C'est officiel que c'est lui qui est bien le meurtrier, mais on n'a pas beaucoup de détails parce que ce sont des meurtres, comme je vous l'ai dit, qui sont vraiment très atypiques. Pour vous expliquer, si on compare à d'autres histoires de meurtriers que j'ai pu faire sur la chaîne, on a pu voir des hommes qui cherchaient à duper leurs victimes, qui s'introduisaient chez elles, qui les poignardaient, qui faisaient des choses à leurs cadavres une fois que les victimes étaient décédées. Vous voyez, plein de choses comme ça, alors que Harold Shipman, lui, il tuait, si on peut dire, à distance. Il donnait une dose de médicaments à prendre, qui était une surdose, à ses patients. Les patients faisant confiance, c'est sûr, tu vas voir ton médecin, il te dit tu prends tel médicament, a priori tu fais une confiance aveugle à ton médecin, tu te dis pas il va me donner une surdose pour me tuer, tu te dis il me donne la dose adéquate pour être guéri. Et bah dans notre cas, Harold Shipman, il propose des surdoses, le patient qui n'est pas du tout calé en médecine, il sait pas que c'est des surdoses, il les prend et du coup, c'est comme s'il se tuait lui-même, bien que ce soit l'œuvre derrière d'un marionnettiste bien malsain qui est Harold Shipman. Pour vous donner vraiment quelque chose de concret par rapport à ce que je vous dis, la dernière victime officielle, vous allez comprendre pourquoi je dis officielle, de Harold Shipman était une vieille femme, une personne âgée du nom de Kathleen Grundy. Elle a été retrouvée morte chez elle, c'est Harold Shipman qui était la dernière personne à l'avoir vue en vie, c'est lui qui a déclaré sa mort, il a signé son certificat de décès et en cause de la mort, il a mis morte par vieillesse. Et en fait, c'est l'avidité d'Harold Shipman qui va le mener à sa perte. Je vous explique. En gros, la fille de cette vieille femme qui est décédée était avocate. Et l'avocat qui était en charge de l'héritage de cette vieille femme maintenant décédée a contacté cette fille et a dit « Il y a un truc bizarre dans le testament, c'est que certes, il y a des choses qui vont revenir aux héritiers de Kathleen Grundy, la vieille femme, mais il y a une certaine somme d'argent qui est donnée à Harold Shipman. » Et c'est ça qui intrigue un petit peu parce que la vieille femme, mis à part une relation médecin-patient avec Harold Shipman, ils n'étaient pas amants, ils n'étaient pas amis, il n'y avait aucune raison qu'elle donne autant d'argent, parce qu'on parle de plus de 300 000 livres, précisément 386 000, ce qui reviendrait actuellement en euros à 452 000 euros. Donc tu te dis, c'est pas une petite somme, presque un demi-million. Donc, sous les conseils de l'avocat en charge du testament, la fille de Kathleen Grundy est allée voir la police pour ouvrir une enquête, pour savoir qu'est-ce qu'il en était. Et du coup, pour mener à bien l'enquête, le corps de la vieille femme a été exhumé, c'est-à-dire qu'on a retiré le corps de son cercueil pour l'analyser. Et on a retrouvé dans son corps des traces d'héroïne à forte dose, et c'était un traitement qu'on donnait aux patients à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours actuellement, en phase terminale d'un cancer pour atténuer la douleur. Bizarre. Harold Shipman a été interrogé et lui, il affirmait que Kathleen Grundy, la vieille femme décédée, était une toxicomane. Il dit également, regardez, dans mes différents rendez-vous, dans son rapport médical, je l'avais indiqué, j'ai des commentaires qui vont en ce sens. La police dit, ok, on va regarder ça. Ils analysent donc l'ordinateur d'Harold Shipman, ils regardent un petit peu les fameux dossiers, sauf que là, petit couac, gros couac d'ailleurs, c'est que les fameux commentaires où il indique que sa patiente était une toxicomane, il les a écrits après le décès de sa patiente, il les a pas écrits pendant les fameux rendez-vous médicaux. Donc c'est comme s'il s'était dit, mince, faut que je trouve un alibi, du coup, pouf pouf, il modifie les rapports. Harold Shipman devient de plus en plus suspect, il était déjà un petit peu, là on monte encore d'un cran. Il est arrêté pour être interrogé, etc. On fouille son domicile et chez lui on trouve une machine à écrire. Une machine à écrire qui pourrait produire un type de document spécifique qui correspond exactement. Je vous fais patienter pour la révélation, mais en gros, avec la machine à écrire, on a une sorte de police d'écriture particulière. Et cette police d'écriture a été retrouvée sur le fameux testament de la vieille femme. Donc, en gros, après ou avant avoir tué sa victime, en tout cas pour sûr, il avait prévu de l'assassiner, eh bien, Harold Shipman avait dû voir que elle était assez fortunée, il s'est dit ok, je vais me servir un petit peu dans son portefeuille. Du coup, il a rédigé un faux testament. Peut-être qu'il était au courant de l'Ancien Testament. Il a recopié quelques paragraphes, notamment ce qui devait être donné aux héritiers de la vieille femme, mais il s'est rajouté dedans tranquillement en disant « Et moi, je vais prendre un demi-million d'euros ». Un journaliste a émis une théorie concernant cette fameuse trouvaille, le lien entre la machine à écrire qui était chez lui et le testament. Le journaliste pense que Harold Shipman voulait soit, parce que ça c'était une première qu'il fasse ce genre de choses, généralement il donnait des surdoses de médicaments et il faisait rien d'autre. Et c'est pour ça qu'il était aussi difficile à arrêter. Mais en gros le journaliste pense que soit Harold Shipman voulait être arrêté parce qu'il n'arrivait pas du tout à contrôler cette double vie de médecin et de tueur, soit il voulait prendre un maximum d'argent pour quitter le Royaume-Uni, prendre sa retraite et mener la belle vie, loin de sa vie de criminel. Donc là, on a officiellement relié un meurtre à Harold Shipman. Enfin, un meurtre.
un décès qui a été recatégorisé en meurtre. Du coup, la police se dit, mais si d'autres personnes qui ont été signalées comme décédées par Harold Shipman ne sont pas morts par accident de maladie, mais à cause d'une surdose de médicaments donnée par ce médecin. Est-ce que ce serait pas fou? Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc à creuser? Du coup, la police creuse dans ce sens-là. Et il trouve effectivement quelques petites données. Il trouve qu'il aurait assassiné 15 personnes. 15 personnes qu'il aurait tuées de la même manière que la vieille femme qui a permis de révéler cette affaire au grand jour, en faisant une surdose de médicaments, à chaque fois le même médicament, et en enquêtant encore un peu plus loin, la police se rend compte qu'à chaque fois, le mode opératoire de Harold Shipman était le même. Il tuait sa victime à distance, c'était lui ensuite qui certifiait le décès de ses victimes, et après ça, il falsifiait leurs dossiers médicaux en indiquant qu'ils étaient de base en mauvaise santé. Alors que ça se trouve, le mec il venait pour un rhume, ok? Toi tu viens pour un rhume, il te dit t'inquiète pas, tu prends ça, tu prends, tu meurs. Après le mec il te dit ok, je modifie son dossier, je supprime le fait qu'il avait un rhume, en fait il avait un cancer phase terminale, ok? Donc officiellement, on lui a relié directement à peu près 15 meurtres. Il y en aurait beaucoup plus parce que il y a des statistiques, vous savez, des fois il y a des statisticiens qui font des petites études en disant bah tiens là le taux de mortalité il est comme si chez les femmes, comme si chez les hommes, comme si chez les femmes entre tel et tel âge, comme si chez les hommes entre tel et tel âge, et à un moment donné bah, il y a eu des sortes de fluctuations assez importantes. Donc cet homme a tué tellement de personnes qu'il a joué sur ces fameuses statistiques, il a eu un impact sur la démographie d'une population en soi. La plupart de ces victimes c'était des femmes, et du coup voici les noms, comme ça on va leur rendre un peu hommage, de ces victimes. Des victimes qu'il aurait fait entre 1995 et 1998. On aurait Mary West, Irene Turner, Lizzie Adams, Jean Lillet, Ivy Lomas, Muriel Grimshaw, Mary Quinn, Kathleen Wagstaff, Blanca Pomfret, Nora Nuttall, Pamela Hillier, Maureen Ward, Winfred Mellor, Joan Melia, et enfin Kathleen Grundy. On voit que principalement, ces victimes privilégiées c'était des femmes. Bon, pendant le procès d'Harold Shipman, il n'y a pas de surprise, il est déclaré coupable. Déjà coupable de 15 meurtres, mais en plus de ça de falsification de documents officiels. Il est condamné à la réclusion à perpétuité, et le juge dit, ce mec-là, faudrait peut-être ne pas le libérer si à un moment donné, il peut faire une demande de libération anticipée. Bien sûr, au vu de ses actes, il a été radié de l'ordre des médecins. Harold Shipman a été envoyé en prison, pendant qu'il était en prison, il a fait copain-copain avec un homme comme lui. Pas vraiment comme lui, c'était pas un médecin au coin, mais il a fait copain-copain avec Peter Moore, un autre tueur en série qui était en prison. Apparemment, les chiens ne se lient pas d'amitié avec les chats. Étonnamment, bien que toutes les preuves menées contre lui, Harold Shipman, lui, il a toujours dit « je suis un innocent ». Et même sa femme, parce que rappelez-vous, il était marié, il avait des enfants, bah sa femme, elle n'a pas forcément demandé le divorce ou quoi que ce soit, elle a toujours nié la culpabilité de son mari, elle a toujours dit « mon mari est innocent ». Comme quoi cet homme devait pas avoir un comportement violent, parce qu'on voit qu'il tuait ses victimes à distance, hein, et il ne devait pas avoir un caractère violent avec ses proches, comme quoi il avait vraiment une double vie. Pour la petite anecdote, ce médecin-là, c'est le seul médecin de l'histoire au Royaume-Uni qui a été reconnu coupable de meurtre de ses victimes. Il n'y en a pas eu d'autres au Royaume-Uni. Dans le monde, sûrement qu'il y en a eu. Après, je dis reconnu coupable, c'est-à-dire qu'il a été jugé. Peut-être qu'il y a eu des médecins qui s'en sont sortis et qui avaient réussi à tuer leurs patients. Notamment un homme du nom de John Bodkins Adams, sauf que lui il avait été accusé d'un meurtre, du meurtre d'un patient, sauf qu'il avait été acquitté. Donc il n'avait pas été reconnu coupable de ce meurtre. Mais peut-être que si il était réellement coupable, bah ça aurait donné peut-être dans la tête de Harold Shipman une idée de comment faire pour tuer ses patients à l'aide de la médecine. La fin de l'histoire de cet homme est tragique parce que lui, il n'est pas encore en prison. Il ne patiente pas tranquillement dans sa cellule jusqu'à pouvoir être potentiellement libéré. Il s'est donné la mort la veille de son 58e anniversaire. Quelque chose de très compréhensible qui se passe justement avec le décès d'Harold Shipman, c'est que les familles des victimes se sentent lésées dans l'affaire parce que Harold Shipman n'aura du coup jamais avoué ses meurtres. Il n'aura jamais dit « oui, c'est moi, je sais que je suis foutu, j'avoue tout ». Du coup, il y a toujours un petit doute qui subsiste dans la tête des familles, et c'est ça qui leur pose problème. Même dans son décès, cet homme a posé problème. Je vais vous dire pourquoi. On ne sait pas trop pourquoi il s'est donné la mort. On pense pas qu'il s'est donné la mort parce que il était en mode j'en ai marre de la vie ou quoi que ce soit, mais ce serait pour sa famille. Parce que s'il avait vécu plus de 60 ans, sa famille n'aurait pas pu toucher une certaine pension, un truc comme ça. Du coup, ce serait pour que sa famille puisse recevoir de l'argent. Et du coup pour assurer la sécurité financière de sa famille. J'ai pas bien compris le truc, mais c'est quelque chose comme ça. Et là où son décès a posé problème, c'est que, même dans la mort il était un peu problématique, c'est que, on a déconseillé à sa femme de l'enterrer de manière classique, parce que
les autorités avaient peur qu'il y ait des représailles sur sa tombe. C'est-à-dire que ils soient enterrés dans un cimetière comme toute personne défunte, et que peut-être des familles des victimes ou des proches des victimes viennent le déterrer pour souiller son corps. Donc finalement, il a été incinéré. Et on ne sait pas où ses restes ont été déposés. Ça, c'est resté tenu secret, mis à part pour la famille. Gros détail assez intéressant concernant l'enquête sur Harold Shipman, c'est que son décès n'a pas arrêté l'enquête. On a continué un petit peu de se poser des questions. Il y a un détective qui s'est penché sur l'affaire et il a découvert quelque chose d'incroyable. Incroyable, mais d'un point de vue macabre. Officiellement, Harold Shipman a été reconnu coupable de 15 meurtres. Selon les trouvailles des détectives, Harold Shipman serait responsable de bien plus de décès. Dites un chiffre, comme ça. On passerait de 15 meurtres à 218. C'est pas la même. Pendant toute sa carrière en tant que médecin, même quand il travaillait dans la sorte d'infirmerie, il proposait des surdoses de médicaments à ses patients, ce qui les tuait. On sait aussi qu'apparemment, il aurait volé de temps en temps des bijoux à ses victimes. Il aurait fait quelques petits larcins supplémentaires, comme ça. Vous voyez, donc cet homme était sûrement bien plus mystérieux qu'on ne le pensait. Le gentil médecin qu'on pensait voir en façade était beaucoup plus malsain que ce qu'il n'y paraissait. Et d'ailleurs, l'affaire qu'il concerne a changé des pratiques concernant la médecine au Royaume-Uni, dans le sens où des médecins ont été interrogés et ils disent que cette affaire a eu un impact sur leur pratique, pas de la médecine en elle-même, mais qu'ils faisaient maintenant très attention quand ils faisaient des ordonnances parce qu'ils avaient toujours peur de prescrire des surdoses. Parfois, ils devaient en prescrire parce que c'était comme ça, le patient en avait besoin, mais à chaque fois, ils avaient peur qu'en faisant cette prescription, leur patient décède et qu'ils se retrouvent un peu dans le même cas que Harold Shipman. Et là où Harold Shipman a également eu un impact, c'est que à son époque, les médecins généralistes, ils avaient leur cabinet, tu pouvais en avoir un, et tu avais qu'un médecin généraliste. Alors que maintenant, quand tu vas dans un cabinet médical, tu as plusieurs médecins. C'est rare d'avoir un cabinet médical maintenant où tu as qu'un seul médecin. Il y a également des questions supplémentaires qui ont été placées dans les formulaires quand on veut incinérer une personne. Et ces questions-là ont été placées justement à cause de l'affaire Shipman. Ces questions sont les suivantes. Savez-vous ou soupçonnez-vous que la mort de la personne décédée était violente ou contre nature? En gros, est-ce que tu supposes qu'elle a été assassinée? Deuxième question. Considérez-vous qu'il devrait y avoir un examen plus approfondi de la dépouille de la personne qui est décédée? Comme quoi, cet homme a en quelque sorte eu un fort impact au Royaume-Uni, alors que ce n'était pas quelqu'un qui semblait des plus violents de base. On en a fini pour son histoire. C'est une histoire dont je voulais vous parler parce que je la trouve très intéressante. Elle change totalement, même radicalement, des autres histoires de tueurs qu'on a pu voir sur la chaîne. Les autres tueurs, on voyait qu'ils avaient un besoin de tuer, mais un besoin d'assister au meurtre de leurs victimes. Ils avaient besoin vraiment, je vais être très cru, mais de sentir le sang gicler du cou de leurs victimes par exemple. Ils avaient besoin de voir la mort devant eux et de la causer, de voir vraiment leur impact sur les personnes. Alors que Harold Shipman, lui, on sait pas trop en fait le besoin qu'il cherchait à combler en tuant ses victimes. Il n'avait pas forcément de motif financier. D'un côté, je pense que, après je suis pas du tout spécialiste, que la mort de sa mère a eu un impact direct par rapport à ça. Mais tu vois que normalement je sais pas. Je m'embrouille un petit peu dans ce que je veux dire. J'allais dire, tu vois, les tueurs, ils aiment bien cette sensation de pouvoir. Avoir le pouvoir, avoir l'ascendant sur quelqu'un. Harold Shipman, d'un côté, il l'avait aussi, pas de la même manière, mais il l'avait quand même d'un côté parce qu'il devait se dire, je suis une sorte de dieu, c'est moi qui cause la mort sur ces personnes. Après, c'est quand même fou. C'est pas forcément malin parce que il n'a pas cherché à masquer ses crimes plus que ça. Comme d'autres tueurs, il n'est pas allé de région en région, de ville en ville, il s'est pas masqué comme ça, et lui il est resté au même endroit, il bougeait pas trop. Mais c'est faux quand même que il n'y a pas eu de suspicion, il a réussi à faire passer ses meurtres d'un côté pour des morts naturelles. Et ça c'est assez incroyable, parce que quand tu vois un assassinat, tu sais dire, le mec il est pas mort de vieillesse quand il a une grande plaie dans la gorge, tu vois. Alors que là, justement il a réussi à duper tout le monde, et c'est ça qui est assez incroyable. C'est aussi fou de voir à quel point il a réussi à impacter, pas impacter, mais de montrer les failles de certains domaines, et qu'ensuite on a permis de les corriger. Est-ce que si ces mesures avaient été prises avant, est-ce que les circonstances auraient été différentes? Ça on ne sait pas. Mais bon, de toute façon dans notre monde, j'ai l'impression que des fois, il faut attendre qu'il se passe quelque chose pour qu'on se dise ok, faut qu'on change les choses pour pas que ça arrive, tu vois. Mais on a besoin, malheureusement, d'attendre que ça arrive pour se dire ok, là faut faire un truc par rapport à ça.
tu vois. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est un petit débat que je lance comme ça. Les amis, on en a fini pour cette histoire, je vous propose qu'on débriefe de la vidéo en concluant tranquillement dans une ambiance plus chill. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je sais que ça change des histoires de tueurs que je peux faire habituellement quand je parle de tueurs, parce que généralement les histoires sont plus, peut-être un peu plus sanglantes, un peu plus macabres. On a affaire généralement à des tueurs violents, alors que là c'est quelqu'un qui était très dans la retenue, je trouve, très caché. Je vois un peu cet homme-là, comme vous savez, le marionnettiste qui est caché dans l'ombre et qui s'amuse avec ses pions, tu vois. Et les pions, c'était ses patients qui prenaient les surdoses de médicaments et qui se tuaient d'un côté, ils participaient à leur propre meurtre, quoi. Mais c'était une histoire bien fascinante. Il n'y avait pas forcément beaucoup de choses à dire. Je trouve qu'il y a des petites anecdotes par-ci par-là qui sont intéressantes à partager, notamment sur le fait qu'en se plongeant plus dans son histoire, tu vois qu'il a tué quand même beaucoup plus de monde que ce qui n'a été officiellement reconnu. De voir aussi qu'il a fait copain avec un autre tueur en série en prison, tu te dis c'est fou, mais d'un autre côté, c'est pas surprenant, tu vois, parce que ils ont leur vie en commun, quoi. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'histoire de cet homme en commentaire. Je sais pas si cette affaire-là nous a ouvert les yeux sur des pratiques de la médecine, je sais pas du tout. Moi, quelque chose qui m'avait un peu interpellé il y a un moment, c'était à la mort de Michael Jackson. Il me semble qu'on a, alors je sais pas, je me rappelle plus des faits ou quoi que ce soit, mais qu'on soupçonnait le médecin de l'avoir assassiné, en lui avoir donné un médicament qu'il fallait pas donner, ce genre de choses. Il me semble qu'il y avait un truc comme ça, et du coup, cette histoire m'a aussi fait penser un petit peu à ça. Je sais pas si vous aussi d'ailleurs. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo, c'était un plaisir pour moi de vous partager cette histoire bien macabre quand même. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!